J'essaye de mettre ma montre comme il faut, puisqu'on m'a dit qu'il fallait que je tienne absolument 35 minutes. Et je n'aime pas dépasser de trop mes horaires. Mais je pense que vous serez là pour... Alors, vous avez parlé de nombril, mais de ne pas regarder pour les Québécois leur nombril. Mais je crois que les Français ont aussi un nombril souvent assez hypertrophié, et donc c'est très intéressant pour moi de confronter effectivement ce que nous avons fait comme travaux sur le rural ou sur les évaluations des politiques de développement rural, y compris en termes de prospective, avec les réalités que vous vivez et puisque j'ai eu le plaisir d'assister hier à la première de vos journées, ce que vous vivez et développez comme stratégie. Donc pour moi aussi, il y a un intérêt réciproque très important de voir comment cela se passe chez vous, de voir qu'il y a effectivement manifestement, je pense, des points de rapprochement, de similitude, mais aussi, effectivement, je crois, des lieux de spécificité. Alors je vais un peu développer mon exposé en 3 temps. Je pense dans un premier temps, assez rapidement, je serai assez rapide, j'ai besoin de vous donner quelques éléments de contexte sur le cas français. Alors pas simplement sur, je ne vais pas m'attarder, la situation de la ruralité en France, je ferai juste quelques flashs très rapides, mais aussi surtout sur la façon dont nous analysons les dynamiques rurales, les transformations, les mutations des espaces ruraux, quelles sont nos grilles un peu de lecture, d'analyse que nous avons en France. Puis dans un deuxième, parce que ça, nous en avons besoin comme support pour que l'on se comprenne les uns les autres. Bon, dans un deuxième temps, je développerai effectivement la question des prospectives rurales que nous avons menées en France sur le rural donc depuis une quinzaine d'années, principalement à la DATAR, mais aussi avec l'INRA. Et puis dans le temps qui me restera, je crois que je ferai un retour sur les problèmes de politique de développement rural, sur lequel j'ai un peu travaillé, et sur leur évaluation, que ce soit au niveau de la politique européenne de développement rural, ce qu'on appelle le deuxième pilier de la PAC chez nous, ou sur des politiques plus spécifiques menées en France de soutien aux projets de territoire qui, je crois, peuvent faire écho à ce que vous menez ici à Solidarité Rurale. Alors, sur ce premier drap, sur la façon, sur le contexte lequel nous analysons le rural, bon, je crois que si on veut comprendre les dynamiques rurales, enfin, de la façon dont nous analysons les choses, bon, il y a effectivement deux dimensions structurelles à prendre en compte, qui sont, alors la première que vous avez largement développée hier, qui est celle de considérer les territoires ruraux comme des espaces spécifiques, avec leur faible densité, leurs activités, leurs valeurs, leurs ressources, leurs aménités, etc. J'y reviendrai. Mais aussi l'autre dimension, qui a peut-être été moins présente dans vos débats hier, c'est de aussi bien prendre en compte que ce qui se passe dans les villes, dans les milieux urbains, a toujours impacté à des degrés divers et sous des formes diverses les dynamiques rurales, et qu'on ne peut pas en faire, enfin, à mon sens, l'impasse. C'est-à-dire qu'il faut à la fois tenir ensemble les questions des spécificités du rural et de tout ce dont elles sont porteuses, mais aussi ce qui impacte dans les relations ville-campagne le rural. Et ce qui pose un gros problème et qui a suscité toutes nos prospectives, c'est qu'au moins en France, mais c'est aussi un peu plus général, ces deux dimensions connaissent depuis une vingtaine d'années de très profondes mutations, de grands changements. Sur la question d'espaces spécifiques, on était sur un espace de l'agriculture, j'y reviendrai, un espace relativement homogène, et nous sommes aujourd'hui sur des territoires ruraux de plus en plus convoités, qui à la fois en termes de tensions croissantes autour des ressources, qui sont des ressources rares et limitées sur le rural, d'usages qui sont de plus en plus concurrents, de valeurs qui peuvent être divergentes, j'y reviendrai aussi. Donc là, prendre toute la mesure de cet espace spécifique dans lequel s'expriment aujourd'hui des valeurs, des tensions, des intérêts qui peuvent être différents ou divergents, et dont il va falloir organiser la cohabitation ou la synergie. Et puis du côté des relations ville-campagne, parce que ça, j'insiste sur la nécessité de le tenir, nous avons aussi connu des très profondes mutations, puisque en gros, ce qui structure les relations ville-campagne depuis une vingtaine d'années en France, même une trentaine d'années depuis les années 80, change profondément. Bon, je le dirai rapidement. Traditionnellement,
Les villes étaient les places de marché pour l'écoulement des produits agricoles et alimentaires. Les villes étaient le lieu d'accueil des jeunes issus du milieu rural qui allaient y travailler, donc étaient le lieu de réceptacle de l'exode rural, etc., le lieu de migration. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte, et particulièrement depuis les années 90, où les mobilités de population vers le rural sont plus importantes, et où alors que ce qui structurait plutôt les relations ville-campagne dans un pays comme la France étaient des flux de marchandises, de produits, d'échanges de biens, ce qui structure aujourd'hui avec un nomadisme assez généralisé des populations, les relations ville-campagne, ce sont des mouvements de population, et des mouvements de population, je vais l'illustrer, dont le sens s'est inversé. Donc juste très rapidement, pour l'illustrer, c'est sur 10 dernières années, sur une période de 10 ans entre deux recensements, depuis les années 90, les flux migratoires, donc les changements de lieu de résidence des populations françaises, en gros, illustrent bien qu'on est passé de l'exode rural quasiment à l'exode urbain. Vous avez sur une période de 10 ans en France aujourd'hui, 4 millions de personnes qui changent de lieu de résidence d'un milieu urbain vers soit des communes rurales périurbaines, donc les communes plus proches, soit vers du rural plus éloigné, ce que j'appelle ici l'espace à dominante rurale. Oui, je précise que nous avons tout un tas de discussions et de débats sur les définitions et délimitations de l'espace rural et des territoires ruraux, sur lesquels je ne vais pas m'étendre, on pourra y revenir dans la discussion si vous le voulez, ce qui explique nos communes rurales périurbaines, espace à dominante rurale, etc., les débats que nous avons avec le CDE sur les bonnes définitions, mais je ne vais pas m'étendre dessus. Ce qui est important de plus de retenir, c'est effectivement cet aspect que sur une période de 10 ans, pendant que vous avez 4 millions de Français urbains qui vont vivre à la campagne, vous n'avez plus que 2,6 millions de ruraux qui vont s'installer en ville. Donc un déséquilibre qui est devenu très fort en faveur de l'exode urbain vers le rural et qui se traduit par le fait qu'aujourd'hui, en 2010, la majorité des communes rurales en France ont gagné de la population, sont sur des soldes démographiques positifs et que le taux d'accroissement de la population est plus fort aujourd'hui en milieu rural qu'en milieu urbain. Alors cela dit, ce n'est pas général, il reste, j'y reviendrai aussi, environ un quart de la population rurale française, de communes rurales françaises, dans lesquelles on est toujours dans une logique traditionnelle de l'exode rural, de la déprise, de la désertification, ce sont des choses que vous avez évoquées hier, qui traversent encore aussi certaines des régions françaises, en particulier le Massif central, la Bretagne centrale, l'Ariège, les Pyrénées, etc. Donc le schéma général est celui que la majorité des communes rurales en France aujourd'hui gagnent de la population, mais qui restent des îlots de désertification et de dévitalisation. Et deuxième flash, et je me contenterai là sur le constat, c'est en termes d'emploi et de valeur ajoutée des activités au milieu rural. En gros, ce slogan, d'ailleurs, que je vois qu'a repris M. Vachon dans le texte complémentaire, que l'agricole ne fait plus le rural. En gros, l'économie des territoires, je crois que les territoires ruraux français n'est plus guère agricole. Donc ça, c'est l'analyse que nous faisons en termes de bassins de vie ruraux, les petits milieux homogènes. Nous en avons découpé la France en 2000 à peu près bassins de vie ruraux. Et sur ces bassins de vie ruraux, il faut retenir, c'est que vous n'en avez plus que pratiquement 1/10 qui sont principalement organisés autour du secteur agricole et agroalimentaire, c'est-à-dire dans lequel ce qui structure l'économie locale, c'est les activités agricoles et agroalimentaires et forestières. Et qu'à l'inverse, je passe sur les bassins industriels ruraux, donc qui sont l'autre volet de l'économie productive, à l'inverse, aujourd'hui, environ 60% des bassins de vie ruraux français, leur économie locale repose sur ce que j'appelle de l'économie résidentielle, j'y reviendrai, à savoir donc en gros des emplois, de services de proximité aux populations, de santé, de commerce, médicaux, enfin tout ce que vous avez qui est illustré, de transport et autres, ou fortement résidentiel et touristique. Donc en gros, on est sur une économie des territoires ruraux qui, pour 60% de ces bassins de vie, sont situés au niveau de territoires ruraux, est aujourd'hui structurée par de l'économie liée, alors on appelle ça soit de l'économie résidentielle, soit de l'économie présentielle, mais qui est liée des activités économiques qui sont liées à la présence de populations résidentes ou venant fréquenter les territoires. Donc voilà un peu ces éléments de contexte. Alors, je souligne aussi quand même que le paradoxe, même si l'agricole ne fait plus le rural, c'est que l'agricole tient toujours le territoire.
On avait à la fin des années 90, ou dans les années 90 en France, tout un tas de débats sur, voyant cette chute de l'emploi agricole, cette diminution par 3 du nombre d'exploitations agricoles depuis les années 70, en une vingtaine d'années, et on avait au niveau du ministère de l'Agriculture tout un tas de réflexions sur le risque d'enfrichement de la France. D'ailleurs, le directeur, celui qui est devenu directeur du journal Le Monde, Éric Fotorino, avait sorti un livre à grand succès sur la France en friche, etc. Et en fait, ça ne s'est pas passé. La France ne s'est pas enfrichée. L'agriculture, les agriculteurs sont de moins en moins nombreux. Ils sont à peine 500 000 aujourd'hui en France, alors qu'ils étaient plus de 2 millions. Mais ils tiennent toujours quasiment le territoire et occupent aujourd'hui environ, la SCV agricole représente plus de la moitié du territoire, largement plus de la moitié du territoire rural. D'où un certain nombre de questions sur comment continuer à tenir le territoire, comment le tenir aussi. Voilà. Alors ceci, ça m'amène un peu ces éléments à préciser un peu la problématique que j'ai développée, qu'on a développée dans nos exercices de prospective, mais qui n'est pas d'une grande originalité, qu'on va retrouver. En gros, parce qu'on ne peut plus ignorer ces processus, et donc, je crois que la grille de lecture qui nous a servi de base pour l'analyse du rural, c'est un peu cette grille de lecture que je vous expose ici, en ce que j'appelle des figures de la campagne. Alors, je parle de figures, pour rendre compte de cette diversité, de cette hétérogénéité croissante, de l'importance de ces relations ville-campagne qui changent de sens. Je parle de figures plutôt que d'usage ou de multifonctionnalité, parce que dans ces figures, ce que j'englobe, c'est à la fois des usages, effectivement, du rural, de à quoi servent les ressources présentes dans les espaces ruraux, mais c'est aussi les valeurs que l'on y projette, les projets que l'on y fait, les conceptions que l'on a dans la société sur ce à quoi doivent servir les territoires ruraux et leurs ressources. Donc c'est quelque chose, en termes de figure, qui est plus large qu'une notion de simple fonction, de simples usages, même si ça englobe effectivement des usages et des fonctions, et c'est plus large. Et donc très simplement, ces figures, elles s'organisent autour de trois grandes figures, qui sont d'une part la campagne ressources. La campagne ressources, c'est l'espace rural et les ressources du rural mobilisées pour les activités productives. Donc c'est le sol, l'air, etc., c'est-à-dire essentiellement l'agriculture, la forêt, mais aussi les industries manufacturières qui se localisent dans le rural parce qu'elles ont besoin d'espace pour s'y mettre, etc. Donc c'est l'espace support d'activité économique. La deuxième figure, c'est celle que j'appelle la campagne cadre de vie, alors on l'appelle aussi de temps en temps la campagne paysage. C'est le rural résidentiel et récréatif. Alors c'est un petit peu en termes économiques par rapport à l'espace productif, l'espace consommé, mais ce n'est pas simplement l'espace de l'habitat et du cadre de vie agréable des populations avec les aménités du rural, etc. C'est aussi toutes les activités économiques et les emplois qui sont liés à la présence de ces populations, donc ce que j'appelle l'économie résidentielle ou présentielle selon les terminologies. Et puis enfin, vous avez une troisième figure de la campagne, qui est ce que j'appelle la campagne nature, qui est là les espaces ruraux considérés comme des espaces naturels et dans lesquels les usages sociaux et ce qu'on attend du rural, c'est prioritaire, c'est plutôt principalement je dirais, le maintien des écosystèmes, la bonne santé de la planète, non pas pour les populations qui vivent aujourd'hui, mais pour les générations futures. Donc les enjeux de conservation de la diversité biologique, donc la biodiversité, la mobilisation des ressources du rural pour la préservation des ressources naturelles et de leur qualité, non pas simplement pour les populations qui y vivent aujourd'hui, mais sur le long terme pour la bonne santé de la planète et des générations futures, la mobilisation des ressources du rural pour la prévention des risques naturels majeurs, mobilisation aussi pour, par exemple, contribuer à la lutte contre les effets de serre et autres. Donc cette figure de la campagne nature, je dirais, ça correspond à cette conception, je dirais, plutôt biocentrée des enjeux environnementaux, sur les équilibres écosystémiques sur le long terme. Ce n'est pas exactement la même chose que la conception environnementale que vous allez voir dans la campagne cadre de vie, qui est la qualité environnementale aujourd'hui pour les populations qui vivent, des paysages et autres. Et les deux, on verra, ne sont pas forcément toujours en accord. Ils peuvent mettre largement en contradiction. C'est aussi pour ça que je présente ces figures, parce qu'en fait, derrière ces trois figures, ce sur quoi nous travaillons, c'est bien sûr la logique propre de chacune d'entre elles, mais aussi les interactions. Donc les tensions, en quoi elles peuvent s'opposer. J'en signale une là, par exemple. Je prends un exemple, par exemple, aujourd'hui, sur les débats dans le mouvement écologique en France, entre ceux qui veulent absolument développer dans les espaces ruraux les énergies renouvelables, donc mobiliser tout un tas des territoires ruraux pour le développement de parcs solaires et de parcs éoliens, versus d'autres mouvements écologistes,
les mêmes, les proches, qui, au nom du cadre de vie à protéger des ruraux aujourd'hui, ou des néo-ruraux, s'opposent très fortement à l'installation de parcs éoliens, etc., parce qu'il y a des risques pour la santé des populations locales, etc. Donc là, on est sur des tensions qu'il faut résoudre, quoi. Mais on a bien sûr des tensions aussi sur les campagnes ressources vis-à-vis des campagnes cadre de vie, le mitage des terres agricoles, enfin, etc. Donc c'est un peu cette grille de lecture qu'on pourrait développer longuement, et pas simplement en négatif en termes de tension, mais en termes, je dirais, de comment on peut organiser des synergies, comment on peut faire prendre en charge des enjeux de nature par les producteurs, etc. Et là, on va se tomber sur, par exemple, les mesures agro-environnementales qui incitent les agriculteurs à prendre en charge les services environnementaux de services de nature, etc. Donc, c'est comment articuler, je dirais, au-delà des tensions, développement et conservation, production et consommation de l'espace, ressources et aménités, etc. Donc voilà un peu ce contexte dans lequel nous analysons les espaces ruraux, le contexte des mutations qu'il y a eu en France, qui ont motivé justement à la fin des années 90 toute cette série de prospectives de la DATAR pour le rural, donc sur lequel je vais venir maintenant. Alors, la prospective. Je pense que vous en avez discuté hier, je regrette, je n'ai pas pu assister à l'atelier sur la prospective. Donc la prospective qui a été menée à la table, bon, je rappelle que la prospective n'est pas un outil qui prédit l'avenir, mais ça nous aide à le construire, que c'est une démarche d'exploration des futurs, donc ce n'est pas de la prévision et autres, la prospective repose sur l'idée que l'avenir, les futurs est ouvert, que nous ne savons pas ce qu'il sera, et que plutôt que de chercher à le déterminer, il faut plutôt balayer l'ensemble des possibles, des futurs possibles et plausibles. Alors, la prospective, telle que elle a été menée à la DATAR et telle que je l'ai coordonnée, en gros, bon, ce sont des méthodes qui sont assez éprouvées en France maintenant, ça repose un peu sur 4 temps, ça suppose, le cadre méthodologique, je ne sais pas m'y étendre non plus, dans un premier temps, ça suppose effectivement de bien connaître le passé, bien connaître comment les choses ont évolué. Alors là, je rejoins ce que disait Madame Bolduc sur le A de l'apprentissage du passé, des tendances, etc. Si on n'a pas une bonne connaissance des facteurs qui vont influencer les changements et qui les influencent aujourd'hui, donc de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, quelle explication on en donne, c'est pas la peine de se lancer dans un exercice de prospective. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de travailler effectivement à partir du repérage de ces vecteurs d'évolution sur les évolutions possibles, c'est-à-dire en repérant ce qui est facteur d'incertitude, facteur de rupture possible, et de faire sur chacun de ces facteurs qui sont importants une série d'hypothèses cohérentes sur quelles sont les alternatives, comment cette question-là peut se poser au cours des 20 ou 30 prochaines années, comment elle peut évoluer au niveau de différentes hypothèses. Une fois tout ce travail de décomposition étant fait, le troisième temps, c'est effectivement celui qui est le plus intéressant. Les 2 premiers temps, c'est des temps arides, rigoureux, il faut faire toute la revue de la littérature, interroger les experts, etc. Le troisième temps est un temps plutôt de l'imagination, où il faut recoller tout cela en termes de scénario, de comment on assemble toutes ces différentes hypothèses pour construire 3, 4, c'est pas la peine d'en faire plus, sinon les gens vont se perdre, scénarios qui seront des histoires de la façon dont, au cours des 20 prochaines années, on pense que peuvent se dérouler d'une façon, encore une fois, possible et plausible, les 2 mots de la prospective, c'est des futurs possibles et plausibles, les choses, et cela en le faisant sans volonté de jugement a priori. Ça, j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que ce n'est pas aux ceux qui ont en charge la prospective de dire quel est le scénario du souhaitable, du noir, de l'acceptable ou de l'inacceptable, mais il faut plutôt tracer ces futurs possibles et plausibles en montrant les logiques, en montrant peut-être les points forts, les points faibles sur certains aspects, mais la question de passer d'une prospective de type cognitif à de la stratégie, c'est l'étape suivante, et elle doit se faire avec les gens à qui s'adresse la prospective. Donc soit, pour la DATAR, c'était essentiellement les décideurs publics, c'est-à-dire qu'en gros, il s'agit de livrer aux décideurs différentes hypothèses, différents scénarios possibles d'évolution, et de discuter avec eux des choix qu'ils font là-dessus, soit avec des acteurs locaux, des acteurs régionaux, puisque l'intérêt de la prospective, c'est aussi de s'adresser à des populations pour leur permettre, pour être un des outils, je dis bien parmi d'autres, leur permettant de s'approprier mieux leur territoire, de le prendre en compte, de discuter de ces évolutions possibles, etc., et de faire preuve de choix, aussi, de montrer. Mais ces questions de choix, ça vient après. Enfin, la prospective, finalement, ça sert à prendre du recul,
à faire prendre conscience aux décideurs, à essayer de prendre du recul, et surtout à leur faire lever le nez du guidon par rapport à des urgences qu'il y a toujours en train à décider. Alors c'est dans ce sens que nous avons travaillé. Je vais passer rapidement, ça ce sont justement les grands facteurs d'évolution, d'incertitude sur lesquels, pour chacune, alors je reprends notre grille des 3 campagnes, pour chacune desquelles nous avons fait des hypothèses différentes d'évolution, 2 ou 3 ou 4 possibles à horizon de 20 ans, sur lesquelles nous avons discuté de « et si ça se passe comme ça pour la PAC au niveau campagne ressources, qu'est-ce qui se passera pour comment ça impactera la campagne cadre de vie, etc. etc. » Et donc, voilà, on a fait ce gros travail et ça nous a amené à, si je simplifie les différents exercices de prospective, parce qu'il y en a eu plusieurs, à, je dirais, 4 grandes histoires. Nous racontons dans nos scénarios 4 grandes histoires des futurs possibles, plausibles, que nous avons mis en débat. Alors, qui sont des histoires où on force un peu le trait, parce que comme la prospective, ça sert à faire discuter les gens, à faire réfléchir, il faut forcer le trait, il faut un peu caricaturer, et autres, mais sans jugement a priori, justement. Alors, je vais maintenant vous présenter ces 4 grandes histoires, qu'est-ce que peuvent devenir, quels sont des futurs possibles et plausibles des territoires ruraux en France. Le premier scénario, on l'appelle la campagne résidentielle généralisée ou la faible densité absorbée. Il y a différents termes. Et surtout, derrière chaque scénario, nous cherchons à identifier quels sont les acteurs les plus porteurs, les groupes sociaux, les acteurs les plus porteurs de ces scénarios. C'est pour cela que nous intitulons aussi le scénario des couches moyennes, je dirais des couches moyennes salariées et des préférences individuelles. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Bon, ce premier scénario de la campagne résidentielle généralisée, c'est un scénario dans lequel toutes les conditions... C'est le scénario tendanciel, et c'est le scénario dans lequel toutes les conditions qui ont permis, sur les 20 dernières années, ce développement résidentiel des campagnes en France, peuvent continuer à se poursuivre. C'est ça. Donc, en gros, et ça suppose un certain nombre de conditions. Ça suppose des conditions sur les questions de transport, des conditions sur des questions aussi de politique, des conditions sur les questions aussi d'économie du logement et autres, etc., que nous avons pris en compte. Mais il est possible et plausible, sous certaines conditions, que le mouvement qu'on connaît depuis une vingtaine d'années en France, en gros de périurbanisation généralisée des campagnes, puisque c'est ça qui est en jeu, se prolonge et aille jusqu'à son terme. Et son terme, nous l'avons évalué à 20 ans, c'est 80-90% de la France rurale qui devient périurbaine, c'est-à-dire qui devient sous l'influence, c'est-à-dire dans lequel la majorité de la population qui vit dans les communes rurales, en fait, se déplace pour les actifs quotidiennement, pour aller travailler dans les agglomérations proches, dans les villes proches ou autres, ou dans lequel une grande partie des retraités urbains vont s'installer lors de leur retraite à la campagne, etc., etc., dans lequel on accueille aussi beaucoup de Britanniques, parce que les Anglais viennent beaucoup dans les campagnes françaises depuis quelque temps, etc. Et donc ces conditions-là peuvent continuer à jouer. Alors, ça suppose un contexte sociétal favorable, on a regardé, ça suppose effectivement un certain laxisme en matière d'encadrement des politiques foncières, des réglementations foncières et autres, pour que cela puisse être possible. Aussi, ce n'est pas un État très fort et interventionniste qui accompagnera ce scénario. Et ça a comme conséquence bien sûr, le fait que c'est le triomphe de l'économie résidentielle qui s'achève dans le cas des campagnes françaises, et que cela se traduira, là on essaie d'analyser, en termes de conflits, de tensions croissantes pour les activités productives, donc pour notre fameuse campagne ressources, en particulier pour l'agriculture, et toute activité qui seront de plus en plus jugées comme incompatibles avec un cadre de vie agréable dans les campagnes par les gens qui y résident. D'autant plus que en gros, on a chiffré, on peut aller jusqu'à un doublement de la population rurale dans les campagnes françaises qui ont de la place et autres. Ça se traduirait aussi par, je dirais, un recul considérable, une marginalisation considérable du poids politique du monde agricole, des représentants du monde agricole dans les communes, dans les municipalités rurales et autres, et donc d'une prise de pouvoir très forte des résidents. Et donc d'autres enjeux et donc de plus en plus de difficultés à pouvoir installer des équipements, des infrastructures, des bâtiments jugés indésirables ou incompatibles avec le cadre de vie agréable que viennent chercher ces populations en termes résidents. Alors la force de ce scénario, c'est pour ça qu'il est plausible, c'est qu'il correspond aujourd'hui en France à ce que j'appelle bien aux préférences individuelles de toute une partie de ce que j'appelle les classes moyennes ou populaires aisées françaises qui, dès qu'ils le peuvent, quittent les villes
où ils sont locataires pour accéder à la propriété à la campagne où cela coûte beaucoup moins cher et qui satisfont leur désir, leur retour, leur désir de ce qu'on appelle le paradis vert, de nature, de campagne et d'accession à la propriété. Alors, cela est très fort, c'est vraiment un mouvement qui est très très fort en France, ce désir de nature, de paradis vert, idéalisé aujourd'hui. Le problème qu'il pose, puisque à chaque fois il y a force et faiblesse, ce sont en particulier, alors outre les tensions qui seront de plus en plus fortes avec les activités productives, et donc qu'est-ce qu'on va en faire? Alors dans ce scénario, on imagine par exemple que tous les élevages hors sol en France quittent la France et vont s'installer dans d'autres régions rurales agricoles européennes où on n'est pas sur ces tendances-là, que ce soit les élevages hors sol, porcins, voilà, etc., et voire une partie de l'élevage bovin, notamment. Donc c'est une délocalisation d'activités. Et autres. Donc outre ces tensions croissantes avec les activités productives, le problème qui est posé par ce scénario, c'est ce qu'on appelle les coûts sociaux et écologiques de ce scénario qui se traduit par ce qui suppose une très forte mobilité individuelle des gens, qui suppose le transport individuel et autres, le tout automobile. On est sur le tout automobile et autres, donc c'est aussi, il faut que le tout automobile soit encore possible. Et donc cela a des coûts écologiques, contribution aux émissions de gaz à effet de serre. Cela a des coûts sociaux en termes de coûts d'infrastructures et autres importants et qui ne sont pas jusqu'à présent répercutés sur ceux qui portent ce mécanisme puisque ça n'entre pas dans leur fonction de coût. Leur fonction de coût, c'est le coût de l'essence, de l'amortissement de la voiture et du temps qu'il passe à se déplacer. Mais ce n'est pas le coût de la dégradation sur le long terme environnemental, le coût d'utilisation d'infrastructures qui coûtent relativement cher, etc. Et donc là, il y a un débat fort à ce niveau-là. Donc voilà un scénario et qui est tendanciel et qui nous a amené à décrire une image de la France en 2030, je vous dis, qui est vraiment assez différente de celle que nous connaissons actuellement, avec toute une partie de l'agriculture actuelle qui n'y est plus. Et en revanche, une autre agriculture qui est encouragée par ce scénario-là, puisqu'il y a des aspects aussi forts, qui est une agriculture de proximité, parce que ce scénario, avec des bourgs et des petites villes du rural qui se développent et autres, constituent des opportunités de marché pour des agriculteurs dans le cadre de circuits courts de commercialisation, de valorisation directe de leurs produits, d'accueil, y compris de services rendus par les agriculteurs aux collectivités, d'accueil aussi de fermes pédagogiques, etc., etc. Donc il y a tout un autre type d'agriculture qui est au contraire plus favorisé par ce scénario et qui n'est pas d'ailleurs l'agriculture qui est encouragée aujourd'hui par la politique européenne de développement rural. Deuxième scénario, c'est ce que nous appelons ville durable et rural agro-industriel. Alors ce scénario est contre-tendanciel et va à l'opposé un peu de ce que je viens de présenter. Alors ce scénario, ça suppose un volontarisme fort des pouvoirs publics, et de l'action publique en général, dans un contexte sociétal très très marqué par les pressions environnementales, les questions environnementales. On aura dû avoir dans ce scénario 2 ou 3 accidents, menaces majeures sur l'environnement, le climat, etc., quelques tempêtes et autres qui auront encore mis la pression sur la nécessité de prendre en compte les questions, les enjeux environnementaux. Et ce scénario, qu'on a appelé scénario des aménageurs, urbain entre parenthèses, des grandes agglomérations et de la profession agricole. Bon, l'idée repose sur, en gros, le fait qu'en matière d'aménagement du territoire, on accorde la priorité à la politique de la ville, qui a échoué jusqu'à maintenant en France, c'est-à-dire en gros faire des villes durables, des villes plus sûres, des villes plus nature, des villes aussi plus compactes, plus denses. C'est le scénario, quand je dis des aménageurs, c'est le scénario des urbanistes de la ville dense, compacte, considérée comme beaucoup plus durable que la ville étalée du premier scénario. Donc la priorité étant mise sur ces politiques de la ville, sur la résolution des problèmes des banlieues, etc. En gros, sur tout ce qui peut ne plus inciter moins les populations à quitter la ville dès qu'elles le peuvent. En fait, il faut donc cette idée de recentrage des fonctions résidentielles sur les agglomérations, sur les villes, dans un fort contexte de prise en compte des enjeux environnementaux, ça se traduirait par, en fait, une extension des villes, mais en tant que ville, sur leur première couronne de périurbanisation. Alors que dans le premier scénario, vous avez un étalement complet de la population, très loin, jusqu'à 50, 60, 80 km, c'est ce que nous connaissons aujourd'hui dans les métropoles françaises. Dans ce second scénario, on resserre, c'est-à-dire les premières couronnes actuelles de périurbanisation, à un horizon, je dirais,
mettons 20 km autour de Toulouse, par exemple, pour donner une grande agglomération, sont densifiés, sont maillés par des réseaux de transport collectifs, tramway, métro, etc., importants, qui font que c'est la ville en tant que ville qui s'étend, mais juste à sa périphérie. Et le contraste est très fort après avec la campagne. Là, on n'est plus sur de la diffusion de l'étalement, mais sur une rupture entre ces deux catégories d'espace, ville et campagne. Et tout est fait à ce moment-là pour dissuader les habitants de continuer à aller résider loin, au nom de ces questions environnementales, au nom de la prise en compte de ces coûts socio-écologiques et autres. Donc ça, ce deuxième scénario donc de stigmatisation au-delà, ça redonne la main dans les campagnes à tout ce qui relève de notre campagne ressources, de nos fonctions productives. OK. Et c'est pour ça qu'on l'appelle rural agro-industriel, on l'appelle aussi plateforme productive. Donc c'est plutôt l'idée que dans ce scénario, ça suppose un maintien d'une politique agricole forte, mais beaucoup plus verdie, c'est-à-dire en gros avec des exigences d'éco-conditionnalité plus fortes. Donc que les agriculteurs prennent en charge beaucoup plus les enjeux de campagne nature dans les campagnes. C'est aussi le scénario dans lequel une partie des territoires ruraux, des espaces ruraux, sont justement le lieu de développement d'énergie renouvelable, de complexes agrochimiques propres, etc. Et autres. Donc la force de ce scénario, c'est sa durabilité environnementale. C'est le pari aussi de la nature en ville, c'est-à-dire que les gens pourront vivre en ville. Sa faiblesse, enfin son risque, c'est un scénario relativement interventionniste qui peut apparaître sur certains aspects coercitifs et qui suppose l'adhésion des populations, alors que les préférences individuelles aujourd'hui sont plutôt pour l'étalement urbain et autres. Donc un scénario, encore une fois, les futurs possibles et possibles ont tous des avantages et des problèmes. Troisième scénario, et là vous allez vous y retrouver, c'est le scénario des campagnes industrieuses et concurrentielles, que nous avons intitulé aussi le scénario des entrepreneurs, des initiatives locales et des territoires pays. En gros, c'est le scénario du développement local intégré. En gros, ce scénario repose sur trois composantes pour se réaliser. C'est effectivement que s'affirme un modèle productif à celui des grandes firmes et des grandes métropoles plus efficaces, modèle productif reposant sur des réseaux de PME et d'acteurs locaux, s'organisant collectivement autour de situations de proximité pour être concurrentiels à l'extérieur et plus compétitifs que des grandes firmes plus rigides, moins flexibles vu les évolutions des marchés mondiaux, etc. La deuxième composante, c'est la montée en force des pouvoirs régionaux et locaux. Ça suppose effectivement d'aller beaucoup plus loin en termes de décentralisation et de fédéralisme, dans le cas français, allant de pair avec un affaiblissement des institutions centrales, des grandes administrations et des grands pouvoirs centraux. Et la troisième composante, c'est effectivement l'affirmation plus grande dans la société de valeurs identitaires autour de l'appartenance territoriale, de l'entrepreneuriat local, etc., de la petite entreprise et autres. Donc, c'est le scénario des systèmes productifs locaux, des innovations rurales, et donc dans lequel, je dirais, les villes, les métropoles plutôt en crise sont moins attirantes et on passe plutôt alors que dans le premier scénario, on est sur vivre à la campagne et travailler en ville. Là, on est plutôt effectivement sur des logiques de vivre et travailler au pays, dans le cadre de bassins de vie associant petites et moyennes villes et leurs espaces ruraux proches. Alors la force de ce scénario, mais c'est par exemple celui que vous avez développé, à savoir l'intérêt de ces projets de territoire, de la participation des habitants, citoyens et autres à la prise en compte de leur territoire, etc., la valorisation de leurs ressources. Il y a quand même des éléments de faiblesse. Les éléments de faiblesse sont qu'il y a des régions qui gagnent dans ces scénarios, les régions qui s'organisent bien collectivement, qui ont des bonnes stratégies de développement. La faiblesse, et peut-être qu'il y a aussi des régions qui perdent. Et si on va jusqu'au bout d'un affaiblissement des institutions centrales, de pouvoirs locaux de plus en plus forts, etc., les possibilités de redistribution, de faire en sorte que puissent s'en sortir quand même, au nom de l'équité territoriale et autres, des régions qui n'ont pas le capital organisationnel pour, je dirais, jouer les bons créneaux de développement, les bonnes stratégies de développement local, ces régions-là risquent de se retrouver durablement en situation de crise et de désertification. Donc un scénario de mosaïque de territoire, certains gagnent, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui perdent dans ces scénarios-là? Et dernier scénario, dernière histoire que l'on raconte, je crois que je n'aurai pas le temps d'aller jusqu'aux politiques rurales, je conclurai rapidement là-dessus. C'est quelque chose qui est venu plus rapidement, qui est
Ah mais non, j'ai encore 10 minutes. Non, jusqu'à 10 heures, j'ai regardé. Celui des archipels communautaires. Ça, c'est un scénario auquel on n'avait pas pensé au début, qui est le scénario, mais qui, vu certaines évolutions en France, y ont fait réfléchir. C'est en gros l'histoire dans une société en crise, dans laquelle l'individualisme l'emporte beaucoup, les inégalités sociales s'accroissent, les besoins de sécurité, les questions sécuritaires deviennent de plus en plus importantes et autres. C'est un peu le scénario de l'entre-soi, du repli, du rural comme repli, refuge, mise à distance, alors dans des bulles, où les gens s'organisent, mais sous forme plutôt de communautarisme et proximité. On n'est pas sur la stratégie de développement local précédente, dans lequel on ne vise pas justement à mettre en place des systèmes productifs plus efficaces, mais plutôt plus économes et autonomes. Donc des systèmes qui sont aussi des lieux d'expérimentation et d'innovation locale, mais qui sont plutôt, je veux dire, encore, c'est très fort, c'est dans ces sociétés en crise. Alors, l'illustration qu'on en faisait, c'est par exemple, vous avez des bulles où se retrouvent plutôt des gens en situation précaire qui fuient les villes et se retrouvent dans des espaces communautaires où ils se refont, ils essayent de se refaire, etc. Mais vous avez aussi, dans une société très inégalitaire, des bulles de gens très aisés, très riches, de gated communities qui s'enferment, dans des lieux, qui récupèrent des villages abandonnés et qui les ferment et sur une dizaine de milliers d'hectares organisent leurs propres activités pour eux-mêmes et prennent en charge leurs propres infrastructures, par exemple, et autres. Donc ce scénario pose effectivement des problèmes de repli, de danger de la ségrégation sociale et spatiale dont il est porteur, même si, d'un autre côté, il peut être le lieu d'expérimentation et d'innovation locale dans ces bulles qui peuvent peut-être servir. Donc voilà à peu près ces 4 scénarios, ces 4 histoires sur lesquelles on a travaillé, qui donc nous ont amené, soit justement dans les discussions avec les politiques, à identifier selon les scénarios quels seraient les territoires en crise sur lesquels il y a besoin de plus justement se pencher au niveau d'intervention publique, ou de travailler sur les questions de croissance verte, de lien avec les problèmes de justement donc ce qu'on appelle la croissance verte à ce niveau-là. Mais ça, je ne le développerai pas. Je voudrais peut-être m'arrêter pour dire cette prospective. En gros, je crois que ces prospectives ont atteint leur objectif en termes de faire un peu réfléchir les décideurs. Elles ont en partie, dans les expérimentations qu'on a eues, atteint leurs objectifs en termes de contribuer à l'appropriation par les populations, par les citoyens de leur territoire, dans les panels, les forums qu'on a organisés autour de la mise en débat de ces travaux. En revanche, et je m'arrêterai là, je suis obligé de constater qu'il y a un certain hiatus entre la réalité de ces mutations, de ces évolutions que j'ai décrites sur le rural en France et les perspectives, à partir des perspectives dont ils sont porteurs, et la réalité actuelle des politiques, et en particulier la politique européenne de développement rural, qui reste essentiellement sur une entrée sectorielle, c'est-à-dire considérant que le développement rural, c'est du développement agricole élargi, je pourrais m'en expliquer là-dessus, donc qui considère que justement ce qui se focalise sur plutôt la question de la multifonctionnalité de l'agriculture comme levier de développement rural, plutôt que la multifonctionnalité des territoires ruraux en sens de nos différentes figures. Donc ça, c'est un problème. Ce que l'on constate aussi, c'est les expériences de projets de territoire, de type par exemple leader dans la politique européenne, qui sont ces projets de territoire sur lesquels on soutient directement des collectivités locales et des groupes locaux pour le développer. On en parle beaucoup, donc ça repose sur l'idée de développement local intégré, mais quand on fait le bilan dans les évaluations, on s'aperçoit que toutes ces initiatives ne représentent pas plus de 10% des montants budgétaires qui ont été dépensés sur les 10 dernières années par la politique européenne dite de développement rural. Donc cela pose aussi un certain nombre de questions sur la réalité. Et ces questions risquent de continuer à se poser parce que les débats actuels pour la mise en place de la politique européenne de développement rural sur la période 2014-2020 sont plutôt dans l'idée de conserver cette entrée sectorielle, c'est-à-dire de maintenir et d'approfondir dans tous les États membres une conception de développement rural comme de l'agricole élargi, avec une PAC un peu plus verte, et de plutôt laisser la portion Congrie à ce que j'appellerais une politique véritablement territoriale, combinant développement local intégré, connexion ville-campagne, dans le cadre d'une politique de cohésion régionale. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre attention pour tenir le temps. Merci, M. Cornet. Vous restez avec... D'accord. Merci infiniment, M. Perrier-Cornet.
Alors, l'heure est aux questions. Je suis convaincue qu'il nous a alimentés. Ce qui se passe en France est certainement un peu différent de ce qui se passe ici. Il y a quand même des similitudes. Donc, nous avons toujours 2 personnes avec micro dans la salle. Déjà, monsieur qui veut intervenir. Et n'oubliez pas de vous identifier. Gaston Plante, c'est une question de précision. Vous avez parlé de la petite agriculture, qui se développe et qui ne semble pas être soutenue par la politique agricole commune. De l'extérieur, on a l'impression que la France mise beaucoup sur ses produits de spécialité, ses produits basés sur les savoir-faire, sur le terroir. Et j'ai l'impression depuis quelques années que ce secteur-là est en difficulté, d'après les reportages qu'on peut voir. Les producteurs ont de la difficulté à atteindre les marchés. Les grandes surfaces ont récupéré beaucoup de production dite de terroir. Je prenais l'exemple du camembert. Il reste, semblerait-il, un seul producteur artisanal. Tout le reste se fait dans des grandes entreprises. Donc, face à cette situation-là, est-ce qu'il y a des approches qui ont été développées soit par la France, ou soit par les régions, ou soit par les territoires, pour soutenir ce type de production-là? Alors, je réponds directement? D'accord, OK. Oui, c'est une question importante, parce qu'effectivement, c'est sur le premier scénario, on voit bien qu'il irait plutôt dans le sens de cette petite agriculture. Hein. Alors moi, j'ai travaillé sur la question des petites fermes en France et dans l'Union européenne aussi, hein, qui recoupe un peu cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, une partie de ce qu'on appelle les productions sous signe officiel de qualité, hein, c'est exactement ça, appellation d'origine, etc., ne sont pas plus systématiquement produites par des petites exploitations que par des grandes, au contraire, déjà au niveau de la production agricole. Parce qu'on entre dans des systèmes de normes, de cahiers des charges à respecter, etc., qui ont de fait aussi un effet sélectif et qui font que les plus petites fermes ne sont pas gérées, ne les adoptent pas plus, voire moins même, que des exploitations de taille moyenne ou grande. Ça, c'est un premier point. À l'exception notable de l'agriculture biologique. L'agriculture de toutes les formes, je dirais, pour la petite agriculture, moi je vois 3 grandes, pour aller vite, hein, pour moi il y a 3 grandes possibilités pour les petites exploitations pour essayer de s'en sortir. C'est soit effectivement je valorise mieux mes produits, puisque j'en fais moins, donc signe de qualité, etc., niche, soit je diversifie ma production, mon activité sur l'exploitation, j'essaye de faire de l'agritourisme, des choses comme ça, de la transformation, du service, de voirie haute, etc. Soit une partie des membres de ma famille travaille comme salarié à l'extérieur et ce revenu me permet de faire tenir la petite ferme. Je vais très vite. Hein. Or, ce qu'on constate sur les petites fermes, c'est que, il n'y a pas plus dans les petites fermes de gens de conjoints ou d'enfants des exploitants qui travaillent à l'extérieur que dans les grandes, pas plus. Il y en a moins qui sont sur les signes de qualité, etc., la valorisation. Et il y en a beaucoup moins qui diversifient aussi sur des activités de tourisme et autres, etc. Donc, c'est un problème aussi qui nous pose sur la question. À la limite, les petites fermes, et c'est là où je vais me faire le défenseur de la politique européenne de développement rural, tiennent en partie en France et en Europe, parce que dans le 2e pilier de la PAC, il y a un soutien à toute l'agriculture de montagne, fort, hein, de 75 € par hectare aujourd'hui, et que les petites fermes sont principalement dans ces zones de collines et de montagnes, et qu'une grande partie de leur revenu et de leur maintien est liée à cette politique. Alors, sur les débats actuels 2014-2020, le commissaire européen à l'agriculture, Dacian Ciolos, qui vient de la Roumanie, avait essayé de mettre en avant cette question des petites fermes. Les débats actuels que l'on a de remise en cause par le Parlement européen de cette politique ne vont pas dans ce sens-là. Merci, M. Perrier-Cornet. De ce côté-là? Merci. Félicitations à votre conférence, monsieur. Très stimulant. Et Madame l'animatrice parlait de similitudes. Je suis Alain Larouche, directeur général de Tourisme Canton de l'Est, une des régions du Québec qui fleurit bien au nombre, en qualité de région touristique. Nous recevons à chaque année pratiquement la totalité de la population du Québec dans notre territoire, qui est ici. Un tout petit territoire de 15 000 km², 400 000 habitants, qui reçoit chaque année la totalité du Québec. Évidemment, ça crée une pression très forte sur l'environnement, ça crée une pression très forte sur les communautés, et c'est plutôt un message je voudrais dire d'espoir. Une des façons avec laquelle on peut
faciliter le voisinage entre les urbains, ce qu'on appelle aussi les gens de ville qui viennent habiter chez nous ou se promener chez nous, et les locaux, les gens qui habitent le rural depuis toujours. Il faut trouver des axes et des tunnels de communication faciles. Dans ce sens-là, nous, on a créé des quasi-bannières qui permettent aux gens de se rencontrer et aux uns et aux autres d'être valorisés. Par exemple, dans certains petits villages qui sont plus pittoresques et qui donc attirent des visiteurs, on a créé une bannière de café de village, un peu orientée selon les cafés de pays que vous avez chez vous. On est allé vous visiter, puis on a trouvé une façon où des restaurateurs qui étaient déjà ouverts, sans bannière, qui recevaient des locaux, que les locaux fréquentaient, aller prendre un café, aller lire le journal, aller jouer aux dames, aller voir des spectacles de temps à autre. On les présente maintenant, on les a banniérisés, on les présente aux visiteurs de façon à ce que leur achalandage augmente et que les locaux rencontrent des touristes. On a créé une autre bannière, les créateurs de saveurs. Ce sont des fermiers artisans qui produisent des fromages, des vins. On est dans la principale région viticole du Québec, de façon à ce que les créateurs de saveurs soient reconnus, identifiés et que les visiteurs puissent aller les rencontrer. Pour faciliter aussi l'achat des produits locaux par les chefs cuisiniers, où c'est souvent la première expérience des produits locaux que les visiteurs ont, on a créé une autre bannière qui s'appelle les chefs créateurs. Les chefs créateurs sont des chefs cuisiniers qui utilisent les produits des créateurs de saveurs pour les servir dans leur restauration. Et ça facilite beaucoup la rencontre entre les gens qui viennent de la ville et qui vont vouloir s'y installer. Nous avons plus d'une quinzaine de milliers de résidences secondaires ici, des gens de Montréal et de Québec qui viennent habiter chez nous de façon régulière ou de façon saisonnière. Donc, il faut créer cette anti-résistance-là pour que les gens se fréquentent, parce qu'effectivement, il y a les municipalités ne veulent pas arrêter ce flot-là, puis nous non plus, parce que pour une ville comme Bromont, par exemple, l'assiette fiscale est passée à plus d'1 milliard de dollars. Donc, on ne peut pas... Il y a des tendances, il y a des besoins qui se confrontent et qui s'affrontent. Il faut trouver des moyens, des tunnels, des autoroutes pour faciliter la rencontre et atténuer les risques de friction. Monsieur Larouche, merci. Je vous demanderai de faire des interventions un petit peu plus courtes afin de permettre à plus de gens possible d'intervenir. Oui, Monsieur Péricard. Oui, ben, en fait, ce que vous dites, ça c'est un slide que je n'ai pas commenté, il me semble important, parallèlement, parce que vous dites aux stratégies de développement local, endogène et autres, justement de développer ce que j'appelle une économie contractuelle entre milieu urbain, enfin au sens large, et milieu rural. C'est pour ça qu'en introduction, j'ai bien insisté sur l'importance des rapports ville-campagne, etc., parce que je crois qu'on ne peut pas en faire l'économie. Et c'est ce que je disais là, s'appuyer sur les dynamiques métropolitaines, focaliser, travailler la question de l'attractivité et autres. C'est un peu ça, c'est en fait aller dans le sens de ce que vous dites sur ces restaurateurs et autres, etc. C'est un peu des formes de contrats qui s'établissent en fait entre des parties. C'est ce que j'appelle développer une économie contractuelle positive du rapport de la ville à la campagne, en fait. Merci beaucoup. Oui. Oui, bonjour. Benoît Bourassa, maire de la municipalité de Saint-Camille, en Estrie. J'aimerais ça que vous nous parliez davantage des différences, des avantages et inconvénients entre... vous parliez tantôt de multifonctionnalité du milieu agricole, de l'agriculture comme telle, versus la multifonctionnalité du territoire rural. Oui, oui. Et j'aimerais ça vous entendre davantage, parce que de notre côté, ici, par chez nous, multifonctionnalité agricole, je ne sais pas s'il y a des grandes différences avec la diversification agricole et versus justement là, le territoire agricole, la multifonctionnalité là-dedans. J'aimerais ça vous entendre davantage là-dessus. OK. Alors, la multifonctionnalité de l'agriculture, c'est un concept qui a été vraiment travaillé au niveau français, européen, et comme argument en plus dans les négociations internationales sur les accords internationaux sur le commerce et autres, hein, comme argument des Français. Et elle a une définition assez précise et correspond à cette conception de développement rural que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, qui est de dire, certes, dans les territoires ruraux, les agriculteurs ne représentent plus qu'une petite part de la population hein, et de l'activité, de l'emploi, 10%, à peine 10% maintenant hein, d'ailleurs, mais nous considérons que les aides au développement des territoires ruraux doivent passer prioritairement par les agriculteurs, parce que même s'ils sont en petit nombre, ils sont les plus porteurs de réponses à des demandes nouvelles que fait la société au monde rural, de prise en charge des questions environnementales, par exemple, hein, et autres, ou de diversification de l'économie des territoires ruraux et autres, parce que les agriculteurs, ils ont le foncier, ils ont leur activité, etc. Et donc, il vaut mieux rentrer d'une façon privilégiée sectorielle, par secteur agricole,
pour développer, pour faire le développement rural. Ça, c'est la conception de la multifonctionnalité de l'agriculture, où on considère, et ça a été utilisé comme argument dans les négociations internationales pour dire que les Français et les Européens disent, vous voyez, non, mais nous, on soutient, on subventionne en partie nos agriculteurs, non pas pour qu'ils causent des distorsions de concurrence sur les marchés mondiaux, mais parce qu'ils rendent des services publics, etc., de ce type-là. C'est ça l'argument. Bon. Alors, ça, c'est ce que j'appelle la conception du développement rural comme du développement agricole élargi. C'est une entrée toujours sectorielle. Une entrée de multifonctionnalité des territoires ruraux, c'est de dire il n'y a pas a priori à privilégier un secteur d'activité plutôt que d'autres pour assurer ces missions de développement des territoires ruraux, de réponse à des demandes sociétales qui s'expriment, soit au niveau environnement, c'est-à-dire en gros, c'est de dire, en France par exemple, en Union européenne, l'essentiel des soutiens aux services environnementaux, c'est les mesures agro-environnementales qui s'adressent aux agriculteurs. Bon. Un aspect multifonctionnalité des espaces ruraux, c'est-à-dire il y a dans les territoires ruraux des agriculteurs, certes, qui peuvent le remplir, il y a des collectivités locales qui pourraient aussi assurer ces services environnementaux, il y a des associations de l'économie sociale et solidaire, etc., qui peuvent aussi le faire, il n'y a pas de raison de ne pas subventionner les uns et de subventionner les autres. Donc c'est local. Et pour la diversification, c'est pareil. C'est de dire, ce n'est pas si évident que ça qu'il faille, par exemple, pour l'agritourisme, pour le tourisme, développer l'agritourisme, l'encourager. Il y a aussi des professionnels du tourisme qui ne sont pas agriculteurs, qui peuvent, qui doivent, qu'il est légitime de tout autant aider, ou des restaurateurs, enfin, etc. Et autres. Et donc là, on est sur multifonctionnalité du territoire rural, pas de l'agriculture. L'agriculture en fait partie, mais voilà. Merci. Deux interventions rapides. Bonjour, mon nom est Marie-Christine. Je suis étudiante à la maîtrise en sociologie sur l'immigration ville-campagne. Donc, je trouve ça fascinant, très intéressant. Si l'exode ne s'est pas complètement renversé encore ici, comme c'est le cas en France, il y a quand même une tendance, et Montréal est en train de subir un exode assez important au profit des banlieues, mais aussi au profit des campagnes. Et parallèlement à ça, dans les campagnes, je dirais qu'il y a une certaine urbanisation culturelle dans le sens que les jeunes ont beaucoup plus accès à la culture que je dirais urbaine, donc ont des référents culturels qui dépassent leur territoire rural, je dirais. Dans ce contexte-là de mobilité, donc qui va en s'accentuant autant au niveau des communications que de l'information que des humains, donc ville-campagne, de quelle façon la relation entre la ville et la campagne ne va pas s'en trouver transformée? Parce qu'en fait, on a encore la dichotomie dans les quatre perspectives très marquée ville et campagne, mais j'ai l'impression qu'au niveau humain, il va y avoir quelque chose, il va y avoir un dialogue peut-être qui va être plus présent, une interconnaissance qui va aller en s'accentuant. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez dans les différentes perspectives proposées? OK. Oui, alors je vais encore en revenir sur les moteurs de développement territorial. Parce qu'effectivement, en gros, aujourd'hui, l'enjeu des relations ville-campagne, bon, comme la France, il est un peu à trois niveaux. Il y a l'enjeu effectivement lié aux populations et au choix des lieux résidentiels, de l'habitat et des transports, donc un premier enjeu. Un deuxième enjeu qui est celui des questions environnementales. En gros, les villes, les agglomérations surtout, sont de plus en plus, entre guillemets, exigeantes en matière de respect de qualité des eaux qu'ils approvisionnent, donc en gros des périmètres de captage et eau, et donc de qualité des ressources naturelles qui les approvisionnent. Donc c'est la question environnementale. Et le troisième, c'est la ville est une opportunité de marché de proximité pour mieux valoriser les produits alors là, des ruraux agriculteurs, mais aussi des ruraux artisans et autres. Et c'est sur ces trois points-là quand on parlait de développer des économies contractuelles, ça peut se faire. Moi, ce que je vois comme évolution, par exemple, sur le premier volet, je suis aussi au Conseil scientifique de la Fédération des parcs naturels régionaux en France, que je trouve être des structures très intéressantes. Et les parcs naturels régionaux qui ont été créés au départ comme des entités rurales, où on faisait le pari de combiner développement et préservation, et conservation, s'aperçoivent que de plus en plus, ils sont périurbains. Et c'est quelque chose qui n'était pas à l'origine. Et donc la dernière conférence que j'ai faite au Conseil scientifique des PNR, c'est de leur dire, mais écoutez, la moitié de vos PNR, plus de la moitié de la population quitte le PNR le matin pour aller travailler dans l'agglomération la plus proche. Même elle n'est pas dans le PNR, bien sûr. Et donc du coup, il y a eu une réflexion. Et entre autres, il y a des initiatives qui se prennent aujourd'hui. Par exemple, je prends l'exemple de Clermont-Ferrand, où on avait expliqué. Au dernier congrès des PNR, à Clermont-Ferrand, ils ont montré l'exemple. L'agglomération de Clermont-Ferrand est en train d'élaborer tous ces documents d'urbanisme. Alors, ce qu'on appelle, nous, les PLU, les SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui sont sur l'aire de la grande agglo, donc à la limite l'aire urbaine qui englobe le périurbain, un document donnant les grandes lignes de
où est-ce qu'on envisage le développement de l'habitat, où est-ce qu'on réserve les constructions, etc., où est-ce qu'on développe des infrastructures, qu'est-ce qu'on fait de la trame paysagère, etc., etc. Donc ça, c'est le SCOT, le SCOT. Et pour la première fois, le PNR du coin, qui est le PNR du Livradois-Forez, qui est lui en rural, mais qui est de plus en plus impacté par Clermont-Ferrand, a été associé. Ils se sont rencontrés, ils ont fait une démarche volontaire en disant, voilà, nous on a une charte environnementale du PNR qui, sur des questions paysagères, met l'accent sur tel et tel truc, sur des questions de corridors écologiques, met l'accent sur tel et tel truc. Vous avez un projet de SCOT, mettons-les en commun et discutons. Et ceci a effectivement... Alors c'est ça le début, c'est un exemple.